Allez, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Motro. Ouais. Sophie Garret. Philippe Alfonsi. Gérard Miller. Et Pierre Bénichou. Quelle assemblée, Sophie, vous vous rendez compte? Oui. Vous êtes entouré d'intellectuels. Bah oui, j'espère que ça Et y va pas compris faire mal. Isabelle Motro, hein, bien sûr. Bah écoute, j'espère. Qui en doutait Quand on a un tel physique, ma chère, on se ça y passe est. de l'intellect. C'est vrai Vous qu'il êtes y a si quoi belle que vous ne méritez pas d'être intelligente Oh en là plus. là. Qu'elle mérite même Je pas ne sais d'être pas peignée. comment le prendre, Pierre. Elle a fait un effort au niveau de la C'est coiffure si cette belle que semaine. Vous ne méritez pas d'être C'est tellement intelligente. bête cette fâcherie avec les coiffeurs quand même. Vous faites les premiers pas. Mais je ne sais pas. J'ai peut-être vu votre L'assistance, oui, Elle manque de mots. Elle est l'assistance. intellectuelle, mais elle manque de mots. Vu votre insistance, mon cher Pierre, je pense que peut-être je vais renouer avec les coiffeurs. Est-ce que vous avez remarqué, Laurent, que j'ai mis une veste pour essayer de ressembler à Pierre? Parce Oui. qu'il m'aime bien en veste, je sais. Donc là, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai mis une veste. Ah oui, nous avons 3 hommes élégants. Hein, Ah tous ouais. les ans. Mais tu n'as jamais mis. Je vous remercie pour ma gueule. Parce que tu habilles. Soit je ne suis pas un homme, soit je suis n'as pas pas de élégant. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Tu n'as pas de veste, Laurent. Pas de veste. De toute façon, tu le prends mal. Voilà. Ça, c'est clair. Attention, Mémène. Hein. Oui. Enfin, place aux jeunes. Bon, quelques emails, vous êtes d'accord? Vous aurez l'émission dans la bonne humeur. Valérie, merci pour votre émission. Quand je rentre du boulot et que je vous entends, je suis aux anges. C'est un grand moment de détente. Je voulais dire à ce prétentieux de Miller que pour un gaucho, il devrait se renseigner avant d'essayer de faire du syndicalisme primaire. Oui, monsieur Miller, le droit de retrait pour les salariés n'existe pas que dans le public, mais pour tous les salariés privés, y compris. Il existe aussi le droit d'alerte. Alors, arrêtez de vous la raconter. Je me l'ai raconté, je découvrais et j'expliquais ce droit de retrait. Je n'ai pas dit qu'il était spécialement limité aux fonctionnaires. J'expliquais que, en tout cas, c'était à propos de la grève, entre guillemets, de la SNCF, il me semblait que certains avaient dû faire jouer le droit de retrait. Et comment s'appelle cette jeune femme? Toi, tu devrais faire jouer tes droits à la retraite. Valérie, Ça serait elle mieux. s'appelait. Valérie. Alexandre me dit, je suis ravi de vous écouter. J'enregistre les émissions quand Gérard Miller est présent. Vous vous rendez compte? Tu vois, Valérie? Ce qui me permet de mettre avance rapide quand il parle. Non, voyez, c'est ça. Il y a une jolie phrase, un joli compliment. Ne jamais se réjouir trop vite. Il faut que vous gâchiez tout. Ce qui me permet de mettre, lisez la fin du mail, qui me permet de mettre avance rapide sur tous les autres. Non, vous pouvez, je vous le passe si vous voulez Et vérifier. je laisse sous les yeux et je peux vous dire que c'est ça que je lis. Merci à toute votre bande, elle me fait bien rire et grâce à elle, j'ai une photo au volant de ma voiture en train de rire. Bon, ça m'a coûté 100 €. Comment on n'a pas le droit de rire au volant? Ça, c'est génial quand même. Non, mais je n'ai plus attention à la vitesse. Il a c'est été tout. flashé et il était en train de nous écouter, donc il a une photo de lui en train de se marrer. C'est sympa quand même. Envoyez-nous là. Ça nous ferait plaisir. On la passera à l'antenne. Là, je voudrais faire, Laurent, une remarque avant que vous continuiez. Depuis que vous lisez les mails, et Dieu sait si nous aimons ça, même les plus critiques, à chaque fois, je remarque que vous jetez la feuille sur laquelle figure le mail. Or, regardez le tas de feuilles, parce que vos assistants remplissent finalement une feuille avec 3-4 lignes. Oui. C'est-à-dire que chaque mail coûte grosso modo un demi-arbre à chaque fois. Est-ce que vous ne pourriez pas faire des Ce économies qui sur le est chiant. papier? Mais qu'est-ce qu'il est chiant? Mais je préfère encore quand il y a le sportif là qui nous raconte les championnats de judo. Dieu sait que ça me fait chier, mais c'est quand même moins chiant quand il raconte. Écoute, regarde pour faire cet bien entassement de politiquement feuilles. correct. Le sportif qui C'est- raconte, c'est Pierre Sled, c'est Oui, ça? oui, c'est ça, oui. Pierre Sled, c'est plus marrant, moi. Parce que l'autre, il dit, une feuille de papier, c'est un truc. Tu crois gagner une voix écolo pour des élections Mais auxquelles tu justement, ne je te ne me présenteras présente pas? Alors, En plus, c'est Il ça. travaille pour Stéphane Poquelin. pas du tout, il y a des enfants dans la salle et je trouve que c'est important de Salle, leur des donner enfants dans la l'exemple. salle, mais qu'est-ce que c'est? Mais arrêtez-le. Va au stade un peu. Philippe Alfonsi, essayez de les départager, faites quelque chose. Non, mais je vais encore voler au secours de Miller, là, mais c'est un peu de morale. Pourquoi ça t'énerve à chaque fois? Non, mais parce que cette morale ridicule en disant ces mails que vous jetez, vous vous rendez compte, ce papier gâché. C'est normal, Gérard, on imprime, il y a une feuille qui sort à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. On pourrait parfaitement faire, alors, excusez-moi si vous connaissiez un tout petit peu mieux Vraiment, les on pourrait ordinateurs, on pourrait faire des copier-coller très simples et vous auriez tous les Sur une mails seule feuille. les uns après les autres. Et je dis à Pierre Oui. que si, justement, Oui. chaque matin, Pierre, tu faisais un petit geste pour sauver la planète, Si. je sais que tu te rases pendant au moins une demi-heure. Mais je ne les fais pas couler l'eau. Tu fais couler l'eau. Non, monsieur. Ah, ça
c'est bien. Non, monsieur. Tu ne le fais plus. Quand on vivait Non. ensemble, tu le faisais. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous éteignez votre téléviseur le soir, vous ne le mettez pas. Vous la mettez jamais en veilleuse, vous, de toute façon. J'ai pas la télé, moi. Moi, j'ai pas la télé, mais de toute façon, Philippe me dit un petit mot pour monsieur Bénichou, car il me fait penser à mon père. Il est chiant, il est d'une mauvaise foi incroyable, il chante des chansons que lui seul connaît, mais quand il n'est pas là, il me manque. C'est joli. Ah, rendez compte un peu. C'est mignon, ça, c'est ça. mignon, ça, Voilà. quand même. Arrêtez un de art de vous plus. moquer de monsieur Bénichou, le plus brillant de tous, et bien plus modeste qu'il n'y paraît. oui, bien sûr, parce que si j'étais Vas-y. conscient de ma vraie valeur, je serais encore moins modeste. En effet, lorsque vous évoquiez l'autre jour cette Roumaine qui a mis au monde 2 enfants à 2 mois d'intervalle, vous affirmiez tous, alors qu'il n'y a qu'une chance sur 4 d'être fécond, qu'avec 2 utérus, cela faisait une chance sur 2. Vous vous trompiez tous, y compris la très perspicace reine Christine O'Krent, et monsieur Bénichou a eu pour une fois tort de ne pas insister, car il était bien le seul à avoir compris qu'il s'agissait là d'une probabilité. Si 1 sur 4 fois 2 est bien égal à 2 sur 4, Oh là soit là 1,5 là. en mathématiques, la probabilité est tout autre. Avec 2 utérus, cette femme avait bien une chance sur 2 de mettre au monde un enfant, mais seulement une chance sur 8 de mettre au monde 2 enfants. Voilà. Bravo à monsieur Bénichou Bah pour oui. son fair play. Bah, quand on connaît un peu le baccarat, on connaît tout ça. Et oui. Et oui, t'as une chance sur 2 de gagner le premier coup, une chance sur 4 de faire la série de 2 coups, et une chance sur 8 de faire la série de 3 coups. C'est pourquoi il faut toujours passer la main quand t'as pris ton 2e coup. Ah. Et le 3e coup, laisser ça au connard. J'ai un mail pour vous, Philippe. C'est assez rare pour que je le souligne. Hein. C'est Daniel qui me dit: cher Laurent, il fait quoi dans la vie, Michel Alfonsi? Ah, voilà. Eh ben, ça résume tout, c'est bien. Vous êtes trop discret, Philippe. Mais oui, je suis. Ah, franchement, bon. Ça repose, hein. C'était l'un des meilleurs journalistes français C'est et c'est toujours, l'un c'est toujours. des meilleurs des meilleurs producteurs français. Tu fais encore du journalisme, vraiment? Tu J'ai considères? lu oui, un gros oui, projet bah oui. là. J'ai vu Bah que vous oui, étiez dans le coup bien d'un sûr. gros projet. D'ailleurs, ça m'a surpris. Comme C'est journaliste. Pas votre genre d'habitude. Je sais Pardon. plus, cette semaine dans la presse, j'ai vu votre nom mêlé à un truc Le mariage du Charles, auquel non je ne m'attendais pas. Sur quoi? Ah, Ah, je je sais pas, j'en ai plein de projets, mais je veux dire. Comme journaliste? Non, comme producteur comme d'un producteur. événement bien précis. Qu'est-ce que c'est? Non, rien, on peut pas dire. Ah, je l'ai On peut lu pas dans en les parler. journaux. Oui, bah non, bah c'est une indiscrétion idiote, alors il faut surtout pas en Ah parler. bah, vous voyez que je me trompe pas. Et vous avez honte alors? Pas du tout, alors. Moi, je veux Vraiment savoir. pas. Moi, je C'est veux pas les savoir. Molières? Non, c'est pas les Ah, Molières. non, pas du Pas tout. les Molières. Ah, c'est lui qui- Oh, ça va Pas me du revenir. C'est Bougez lui pas. Non, non, qui mais va il faut pas en retransmettre parler, le alors, c'est mariage de ridicule. Charles. Ah, les JO 2012. Mais oui, ça y est, ça me revient. Vous voyez que j'ai une excellente mémoire. Vous êtes sur le coup des JO 2012. Bah, forcément. Oui, je cours. Vous saviez For- pas? Je ne me trompe pas, Dans Philippe. l'athlétisme. Forcément, absolument. c'est toute la bande, c'est tout ça, c'est évidemment Monsieur Delanoë, Oh, j'ai bien fait de machin, mettre le doigt la là-dessus. gauche, et tout ça. Ils vont nous faire des JO de gauche. Les JO de la jambe gauche, il y en a marre avec tout ça. Maintenant, ils font les JO, ah bah évidemment. Oh, Qui c'est- pardon, Philippe. vous Eh, voulez dis pas- donc, et Chirac, alors, il est de plus en plus de gauche, alors. Non. D'ailleurs, c'est non. vrai, tu as vu où il est réuni aujourd'hui en Espagne avec 2 socialistes. Ça Et, lui va et bien. avec qui vous allez faire ça? Non, je vous ai vu. Non, attends, bon, ça va maintenant, non. Voilà, on l'a dit. On passe à autre chose. Je suis en train de mettre quand même. C'est Il top est secret. discret. Voilà. Vous devriez quand même être flatté, être. Il est en train de Non, mais secret. ils sont plusieurs sur le coup. Alors, je vais vous faire la probabilité. Il y a une chance sur 8 que les JO Qui soient a en 2 France. utérus? Que les JO soient à Paris. Une chance sur 8. Une chance sur 8 aussi qu'il soit parmi le réalisateur qui est choisi. Ça fait quoi? Ça fait une chance sur 4? Non. Ça fait une chance sur Ah, il va nous 64. recommencer le coup du baccarat. Ça fait une chance sur 64. En dépit d'une grippe carabinée, me dit Aurélie, je me lève pour vous adresser un merci général, car hier après-midi j'ai été KO et vous m'avez remise de bonne humeur. Ensuite, je voudrais envoyer mes félicitations à monsieur Pierre Bénichou. Ah bah oui, vous voulez pas répondre aux mails qui vous sont adressés, Philippe. Hein, maintenant, je m'intéresse aux autres, tant pis pour vous. Hein. Mais il y en aura sur les JO, croyez-moi. Maintenant, on va pas laisser tomber ça comme ça. Ensuite, mes félicitations à monsieur Pierre Bénichou pour l'élégance de son humour. Je dois ajouter que je lui trouve beaucoup de sexe à pile. Ah oui, Ah oui, mais sans les piles, il est foutu, hein. c'est ça. Excusez-moi, cher public, mais c'est ça qui vous fait rire. Du sexe à pile, on dit sans les piles, il est foutu. Et c'est ça qui vous fait marrer. Et moi qui fais des efforts pour essayer d'être drôle. Non mais sérieusement. D'ailleurs, il y en a 4 qui sont renvoyés. Vous, et j'ai les noms.
Même Sir Sean Connery ne lui arrive pas à la Tu cheville. devrais lui retourner là, Isabelle, tu as manqué d'à propos. Tu devrais lui dire qu'à retourner partir quoi du moment où il a du sexe à pile, il n'a pas besoin d'être aussi intelligent. Ah voilà, oui, c'est vrai, tout. tiens. Bah enfin, voyons. Mais Tu ça sais plus arrange. jouer au ping-pong, toi, hein? Vous vous rendez compte, même Sean Connery n'arrive pas à la cheville de Pierre Le Bénichou. Sean Connery il Oh s'appelle là Sean là. Connery. Parce que faut c'est pas- bizarre faut pas que exagérer non plus, SEAN, là, quand ça se même. prononce Sean. C'est marrant. C'est ça. comme ça qu'elle le dit, Aurélie, qui a 20 ans et qui habite Reims. Ah, si elle habite Reims, alors Sean Connery, Sean Connery. Enfin, voilà. Si elle habitait Pékin, à la rigueur, elle pourrait dire Sean Connery. Mais, Ah, mais là où vous êtes cruel, Laurent, je Oui. trouve, c'est que à force de ne lire que les mails favorables à notre ami Pierre, Oui. à force de les Pas vrai, j'ai dit sélectionner, tout à l'heure qu'il était. à force, oui, vous avez commencé Oh, le par une jaloux, critique. regardez le non, jaloux. non, à chaque fois que vous me faites ce coup-là, à force, vous ne rendez pas service à Pierre. Ah c'est ouais. pas beau d'être Parce jalouse que comme ça. il croit. Non, mais à chaque fois, tu me fais le même coup. À chaque fois, quand j'arrive dans le studio, je vois la poubelle des mails. Et l'immense majorité des mails désagréables sur Pierre sont censurés. D'ailleurs, nous allons faire une expérience. Je demande aux gens qui envoient d'habitude les mails désagréables sur Pierre et sur Christine, qui sont les deux petits protégés de cette émission, pas du tout. de m'adresser à moi leurs mails. Et je vous assure que je les lirai. Christine Bravo, Christine O'Crane. Christine O'Crane, Mais non, Christine pas- Bravo pas n'est pas du tout, protégée. mais- Il y a mais ici tu papa n'es et pas maman. aimé, tu Non, n'es non, pas non. aimé, c'est pas grave. C'est pour ça que je te dis Albert qu'on ne te Camus, rend pas Albert service. Camus disait, il y a seulement de la malchance Je vais donner- à ne pas être aimé, Non, non, il y a Pierre. du malheur à Voyez, ne point aimer. Vous ne lui Voilà. rendez pas service. Vous Oui, ne non, lui mais rendez pas tais-toi. Non, service. mais il faut que tu donnes une adresse alors. J'ai une adresse publique que j'avais déjà donnée à l'antenne, donc envoyez-moi les mails qui sont censurés dans cette émission à GER, les 3 premières lettres de mon prénom sans accent, collées à mon nom de famille MI2LER, donc Ger Miller, Ouais. @wanadoo.fr. Ger, GER, MI2LER, Si vous lancez un appel uniquement aux mauvais emails, forcément vous aurez des. Non, je veux Alors- juste les mails qui ont été censurés dans cette émission. Alors, S'il n'y en a pas, profitez-en aussi pour lui en foutre plein la gueule, vous qui mais n'aimez ne pas vous Gérard gênez Miller. pas. Mais ne vous gênez pas. Mais je vais vous dire, c'est pour rendre service à Pierre, qui croit qu'il peut emballer toutes les nanas. Mais pas du tout, mais je ne pense pas à tout ça, je ne suis pas un obsédé comme vous. Je plais, c'est sûr, mais enfin quand même, c'est pas une raison. Écoutez, reprenons du départ, si vous le voulez bien. C'est le titre d'une nouvelle chanson signée Diane Tell. C'est une reprise d'un groupe qui s'appelle Coldplay et elle signe la version française. D'après les critiques qu'on lit dans la presse depuis le début de la semaine, c'est la meilleure chanson de son nouvel album Poplin. Alors écoutons, reprenons du départ. J'ai tout traversé pour te retrouver. Tu peux pas savoir ce que t'es beau. M'as-tu pardonné tout ce qui s'est passé? Baby, c'est toi qu'il me faut. Dis-moi tes secrets, tes questions, tes regrets. Reprenons tout
Accidental, nouvelle chanson de son nouvel album Poplin. On se retrouve dans un instant après quelques conseils en consommation. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Isabelle Motro et Gérard Miller. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Laurent, je ne voudrais surtout pas que le public qui nous écoute croie qu'il y a entre Pierre et moi le moindre différend. Pendant la pause, il a regardé la jolie chemise, effectivement, que j'avais. Une chemise, pas une chemise sur Oui, pas celle qui porte dans laquelle je mets mes papiers. Une chemise. Il l'a trouvée jolie, m'a demandé où je l'avais achetée. Pierre, je te la donne. C'est pour vous dire. Gérard, c'est trop gentil. Gérard est prêt à donner sa chemise pour n'importe quoi. Pas pour n'importe quoi, pour Pierre, je te donne ma Gérard, je chemise. ne la mérite pas. Si, tu la mérites. Et tu pourrais m'offrir la cravate avec. Elle est bonne. Charles et Camilla Parker Bowles vont se marier le 8 avril prochain à Windsor. C'est dans toute la presse ce matin. On en fait beaucoup autour de ce mariage. Princier, pas tout à fait princier d'ailleurs, hein, parce que c'est un remariage pour le prince Charles. Oui, mais enfin, il est toujours prince. Oui, mais alors elle est princesse consort seulement. Oui, ça va être sympathique. Ah, elle ne sera jamais Cornouailles. reine. Voilà. Oui, mais enfin, elle n'aura pas le temps. Mais alors si lui est roi, ce sera le roi et la princesse. Le roi et la femme du roi. Par exemple, actuellement, Oui, le duc de Windsor, c'est le prince consort. Voilà, le prince pas très glamour. d'Édimbourg et Ratatam, là, il est absolument pas. Il est pas roi. Il est prince consort. C'est Elisabeth II qui est reine, mais son mari est pas roi. C'est vrai. T'es plus habitué à Dédé de Belleville qu'à la cour d'Angleterre, toi. C'est vrai que je connais mal la cour Vous avez d'Angleterre. vu que quasiment 70%, d'après un sondage des Anglais, Sont contre. sont contre ce mariage. Oui. Absolument. 36 ans qu'ils se connaissent, rendez Ouais. compte, hein. Quelle fidélité. Ils se marient, ils ont presque 60 ans, 120 ans à eux deux, quoi. C'est fou quand même. Hein. Et non, mais c'est vrai. Et finalement, il y a très peu de chances pour qu'il soit roi un jour. Et qu'ils aient des enfants. Non, mais parce que si Elisabeth II, elle est aussi solide que l'était sa maman, qui est morte à plus de 100 ans, Ouais. elle est encore là pour 30 ans, le prince Charles risque de mourir peut-être même avant sa mère. Mais c'est pour ça, c'est honteux, parce que ce garçon, il est charmant. Charmant, Il est- C'est le prince Ah charmant. si, il est écolo, il est gentil, il a des idées avancées sur tout, et il n'a pas eu sa les chance. oreilles avancées, Alors surtout. moi je demande, puisqu'on ne peut rien faire, parce qu'elle est têtue comme une mule, la reine d'Angleterre, je demande au pape de partir avant que son fils soit trop vieux. Parce que comment il va faire, le fils du pape? Non mais sérieusement, il va pas être pape. Il a un fils de 74 ans, le pape. En tout cas, Elisabeth Tessier nous dit, mon cher Gérard, que leurs signes sont en belle harmonie au prince Charles et à Camilla. Pas dur, hein, de faire ça, alors. Mais elle va pas rigoler tous les jours, nous dit François. Entre la belle-mère et les rejetons de son homme, Camilla va vivre des moments difficiles. La belle-mère est d'une froideur épouvantable, mais pleine aux as. Vous vous rendez compte comment on parle de la famille royale? En même temps, c'est vrai. Mais il a besoin de rien, il est lui-même plein aux as. Oui, mais enfin, alors, il y a le petit-fils qui fume de la drogue, qui porte des déguisements nazis de mauvais goût, qui casse la figure. Vous connaissez les déguisements nazis de bon goût? Oui. Excellent. C'est vraiment, c'est du Stevie, ça. Non, mais- Le déguisement de nazi affreux. Il y avait du vert avec du bleu. C'est du Mathieu Frachon dans François, parce que c'est en le lisant que je c'est me suis joli, aperçu ça, de la bêtise de la phrase. Mais c'est pas moi qui dis cette phrase, Ah bon, d'accord. c'est écrit. Non, je vais défendre ce que vous venez de dire. C'est des déguisements nazis, sous-entendu ce qui est évidemment du très mauvais goût. Oui, on avait compris, mais Donc ça peut se dire comme ça. Mais enfin tout heureusement ça. qu'il est là. Hein. Mais tout ça, elle s'en fout, Camilla. C'est pas ses enfants. Elle sera pas en charge de ça quand Ah bah même. quand même si, elle s'occupe des enfants de son mari, c'est la nouvelle belle-mère quand même. Vous Mais enfin, oubliez. quand même, les enfants sont grands. Les enfants sont déjà nazis et camés. Je veux dire, elle a le plus gros effet de l'éducation. Ça c'est drôle, là c'est très drôle. Voilà par exemple. Enlève ton casque. Ah, pardon. Compte et mécompte du prince Charles, hein, vous savez que ça lui coûte un peu cher Camilla, hein, mine de rien. Ça, on lui reproche au prince Charles de dépenser un peu trop d'argent pour sa maîtresse, devenue maintenant donc bientôt sa femme. 250 000 livres par an, paraît-il. Pour la coiffure. Alors vu qu'elle Pour est- la coiffure. Ah, ouais. Ah bah c'est mieux qu'Isabelle Motro, hein. Bon, c'est bien, c'est chouette quand même, ça a donné un peu de mouvement à la famille ses royale britannique. Elle est très masculine, disais-je, et je me demande si c'est pas le premier mariage homosexuel britannique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Ne faites pas de plaisanterie sur le physique des gens, franchement. C'est Ah bon pas- Non. Désagréable. Non, il faut pas.
franchement. On s'en fout, elle est anglaise. En plus, je la trouve très attirante. Ah ouais, Voilà. mais vous aimez alors. Depuis que je vous ai vu draguer la chasseuse dans l'émission de télé l'autre jour, là, vous aimez. Oh, la chasseuse, elle était bien. Vous aimez les femmes viriles. La vous. chasseresse, Non, vous voulez dire. elle n'était pas virile, elle était épanouie, elle était bien, on voyait qu'on n'avait plus à faire toute sa formation, quoi. Elle était coiffée, tu veux dire. Ah bah oui, elle était coiffée, crois-moi qu'il n'y avait pas une mèche qui dépassait. Ah ouais, je m'en C'est doute, pas le hein. genre. C'est pas le genre. Son mari veut bien mettre les patins, mais il veut que sa femme, elle soit coiffée. Ah, d'accord. Ça veut dire ça. C'est des vrais ménages français, ça, c'est pas des conneries. Il y a des gens. Oui, alors on est allé au Pérou, on a pris de nouvelles frontières. Non, les Français, ils vont la chasse. La femme, elle est belle, elle fait monter les mecs dans des émissions de télé. Tout ça, c'est des Français. C'est pas ce que vous croyez, la France. C'est pas, on a vu le film de Bergman, c'était moins bien que le film. Non, c'est pas des gens qui lisent l'Observateur, ça. C'est des vrais gens, ça. mais vous allez être viré du Nouvel Obs. Mais oui, je le crois. Parce que Finalement. Enfin, franchement, c'est fou. Il aura tout fait. D'un seul coup, vous reniez Mais l'intellectualité. je ne renie pas. Je renie ceux qui, justement, en font mauvais usage de cet intellectualisme et qui changent leurs idées politiques en correction politique. Monseigneur Lustiger cède sa place. Pardon Lustiger. Comment vous dites, vous Lustiger. Lustiger. L-U, moi je dis Lu en général, mais peut-être Ah non. Lustiger. Ah, pourquoi je dis ça? C'est ma formation allemande. Parce que Lustiger, ça vient de lustig, qui veut dire joyeux. Ah, en allemand. bien sûr. Ah, un loustic, ça veut dire un rigolo. Oui, joyeux en allemand, lustig. Ah oui, c'est pour ça qu'en France, on dit un loustic. Ich bin lustig, je suis joyeux. Mais tu dis pas Laurent Rouquier, tu dis Ruquier, R-U. Luce, tu cru. Lustu cru, pas Lustu cru. Mais Lustu Ruquier, cru. c'est pas allemand d'origine. Ah, mais Lustiger non plus. Et justement, vous savez qu'on reconnaît l'antisémite au fait qu'ils disent servant Schreiber. Au lieu de servant Schreiber. Vous me traitez d'antisémite. Mais non, justement Non, on n'en est pas là. Justement pas. Mais tous les gens qui veulent prononcer, selon les pays d'origine, surtout quand c'est d'Europe centrale, le nom des gens, c'est pour bien montrer que ce ne sont pas des consonances françaises. Tu es d'accord avec Absolument. moi Et Miller. Oui. Et toutes les déformations de nom, moi ça me frappait beaucoup les gens qui disaient Mitran. Ah oui. Voilà. Mais c'est vrai, C'est les gens de droite. C'est vrai ça. que Absolument le genre de tous droite. les papiers, parce qu'on reçoit des emails, mais quand on reçoit des lettres par courrier, on le constate tous à la radio et à la télévision, et que sur l'enveloppe, votre nom est écorché ou mal écrit, c'est toujours une lettre d'insulte ou d'injure, et souvent, effectivement, venant de l'extrême droite. Moi, je reçois toujours des lettres, Monsieur Ben, Ichou en 2 mots, Oui. pour bien montrer que Moi, c'est monsieur pas de chez nous, Rouquier, tout ça. Rouquier, Oh, Rouquier, ou Rouquier avec un K. Enfin, Quand oui. on t'appellera Roucas, tu verras. Et enfin, il y a bien de me respecter un peu, de m'appeler oui chef quand je vous parle. Ah oui, tiens, Hein, tu vas nous changer. comme dans la première compagnie. Qu'est-ce qu'elle est bien, Marlène, alors. Oui, chef. Ah, je l'ai revue hier encore. Qu'est-ce qu'elle est bien. Oh non, alors, elle me fait marrer celle-là. C'est vrai Ah ouais. Moi, c'est marrant, j'arrive pas à piquer cette émission. Ah Sur quelle chaîne Sur que ça TF1, passe tu sais, la une. La première, quoi. Ah, moi, pourtant, j'ai 3 chaînes, moi. pour Oui, bien- oui, tu les as, oui. Alors, monseigneur Lustiger, Lustiger, oui. j'ai toujours dit Lou, je sais pas pourquoi. Bon, alors, monseigneur Lustiger cède sa place. Alors, ça va être plus facile, là, il n'y a pas de chance de se tromper, à André 23, parce que les chiffres, je les lis bien. André 23, archevêque de Tours depuis 99, 62 ans. Il devrait être nommé aujourd'hui par Jean-Paul II à la tête de l'archevêché de Paris, en remplacement du cardinal archevêque Jean-Marie Lustiger, qualifié de fils. C'est pas Lustiger, c'est pas Lustiger, c'est pas Lustiger. Il y a un truc là, hein. Eh oui, il y a un truc, Ça oui. cache quelque chose. Non, ce qui est rigolo, ce qui m'amuse là-dedans, Dites-nous. c'est qu'on nous dit que le pape va donc aujourd'hui accepter le départ à la retraite. Alors que Oui, on oui. parle du sien depuis 8 jours, c'est lui qui doit accepter le départ à la retraite de monseigneur Lustiger. C'est pas gentil de dire Lustiger parce qu'il l'est pas. On n'est pas sûr qu'il le soit. Mais Jean-Paul II, il charrie un peu Jean-Paul II. Hein. C'est pas Paul qu'on dit. Mais pourquoi je prononce mal? Vous avez une explication à ça, Gérard? Ah bah oui, Gérard doit avoir une explication, c'est C'est sûr, terrible alors. Oui, je pense qu'il y a entre vous et l'Église quelque chose qu'on ne peut peut-être pas révéler ici à l'antenne. Mais alors, il s'appelle 23, vraiment, le gars de Tours? Oui, 23, 20 avec un tiret et 3 derrière. Voilà, et c'est le pape qui accepte le. Il a déjà un nom de pape, ce type. Ouais, Eh oui. je trouve qu'il ferait un formidable Ah pape. ouais. André 23. André 23, c'est génial. Mais il a des enfants. Bah non, forcément.
Sauf que je me permets de vous dire, Laurent, je ne sais pas s'il y a des André avant, je connais mal l'église. 24. Et on peut pas tout d'un coup s'appeler, on peut pas s'appeler Laurent 116 par exemple, sous prétexte. Il faut quand même qu'il y en ait 115, 114 avant. Je comprends pas ce que Est-ce que ses parents Louis XVI par exemple n'aurait pas pu s'appeler Louis 37. Il fallait qu'il respecte l'ordre dans lequel les numéros étaient donnés. Puis avoir un nom de numéro, il y avait que les péripatéticiennes qui s'appelaient Liliane du 32 parce que c'était le numéro 32, Paulette du 28. Oui. T'as pas connu Myriam du 16? C'est formidable. Bon. Mais attendez, mais 23, il n'y a pas eu un André 22 avant. Bah voilà, C'est ce que c'est je la vous dis, donc il question. peut pas s'appeler André 23. Mais c'est son nom. Ah, Oui, mais ouais. il ne pourrait pas devenir pape. S'il devenait pape et qu'il prenait le prénom d'André, il faudrait qu'il s'assure qu'il y ait avant des numéros qui permettent. Ah, ben il s'appellerait André 23. Non, mais comme il n'y a jamais eu Voilà, par exemple. Eh oui, Ça forcément. ferait 24. André Ier, Non, sérieusement. Enlève tout sur le pape, c'est ça que tu es en train de dire? Quoi? C'est ça que tu es en train de dire à la régie? Enlever tout sur le couple Non, et tout? je savais plus où on en était, je me demandais où ce qu'il fallait faire. Enfin, en plus que je répète tout haut ce que je dis dans le petit micro. Il a un grand micro pour vous, chers auditeurs, et un petit micro pour une bande de bras cassés qui lui mettent chez là quand il demande la calasse, qui lui fait tout ça. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h. Sophie Garel, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Gérard Miller et Philippe Alfonsi. Pierre modère tes pulsions à l'égard de Sophie. Je peux pas. J'ai rencontré son amie, qui est tout à fait charmant. Elle est parfaitement. Oui. On le connaît, son ami. Hein. Il est bon chic, bon genre, mais enfin. C'est pas... Dites, il travaille bien, en tout cas. Tu travailles bien à quoi? À ma réflexion. Vous vous souvenez, Pierre, notre voyage en Égypte avec Sophie Garel et son ami? Oh, c'était quelque chose. C'était incroyable. Ah, vous n'avez pas vécu ça, Gérard Miller? Ah ben Oui, non, j'étais au effectivement, théâtre à ce moment-là. Nous n'avions pas de problème de transit. Nous sommes allés au musée de Luxor que vous n'avez pas fréquenté. C'est vrai que nous avons eu une vie différente de la vôtre. Ah, et Pierre, vous vous souvenez cette croisière sur le Nil? On était bien sûr. une petite vingtaine et Sophie qui venait au petit déjeuner le matin seule, en éclaireuse. Là, En disant il est trop fatigué. Parce que moi, je manque pas de piles. Il est trop fatigué. non, on mais en ça- était gênés, Pierre. Hein. Ah ben il y a eu des plaintes des stewards du bateau. Oui. Ils disaient c'est pas possible, on n'a jamais entendu ça. Waouh, en quelle langue il parle? Non, mais c'était incroyable, parce qu'ils parlaient pas l'argot. Ils parlaient le français parfaitement, les stewards, mais ils parlaient pas l'argot. Et comme ils disaient des trucs dans leur... Tout ça, enfin, c'était affreux. On avait un guide chiant en Égypte, hein, Pierre. Oh, là là. il n'arrêtait pas de parler, il n'arrêtait pas une seconde. Il n'arrêtait pas de parler de culture. Donc, vous voyez, ils étaient très, très, très mal à l'aise. Oui, ça, Pierre, il n'a pas dû aimer. Il nous faisait poireauter 2 heures devant le temple. Nous, avec une envie, c'est de rentrer dans le temple, déjà pour prendre l'ombre. Et puis, il était là avec ses discours. Oh, c'est chiant, les guides. Hein? Oh là là, j'étais pas dans mon monde. Il déjà. disait Nefertiti n'était pas comme on l'a cru, la femme de Ptolémée, elle était après, je vais vous expliquer. D'ailleurs, elle était très amusante. Oh là là, on n'en pouvait plus. Là-dessus, il faisait 40 degrés de chaleur. Tout le monde parlait arabe. Enfin, c'était Mais va donc dans les fjords. ça m'a fait penser à mon enfance en Algérie. C'est vous dire si c'était atroce. Gérard, Non, mais vous c'est êtes bien. pour les guides. Hein. Vous Ah aimez oui, je ça. suis absolument pour les Ah guides. oui. Moi, j'aime beaucoup les guides. J'aime cette profession. J'adore. Quand tu veux arrêter un petit peu, tu arrêtes. En général, ils sont pas chiants du tout. Et je trouve que c'est pas du tout la même chose quand on a la possibilité de voyager avec un guide. quoi. C'est Absolument. un autre voyage. Et il y en a qui sont passionnants. T'as Ah oui. l'impression d'être Oui. dans un film, là, d'un coup, tout s'éclaire. Non, j'aime- Pierre? Oui, moi, Mais cela dit, comme on faisait parfois Pierre, moi, chaque fois que je parle avec Pierre, on est amoureux. Mais vous si je peux retenez dire. ce qu'ils disent, vous, les Non, guides. mais peu importe. Ah, des fois, oui, Tu as des c'est différent. impressions, tu gardes des souvenirs. Ouais, tu mais te enfin, on rappelles des était dans choses. une ambiance de colo. Ces gens-là ne se levaient pas le matin parce qu'ils avaient la tourista. Le soir, ils jouaient à question pour un champion et ils passaient à côté de tous les sites prestigieux d'Égypte. Comment oui, voulez-vous évidemment. qu'on fasse après des carnets de voyage? Ma pauvre. On n'est pas dans le même monde, encore une fois, c'est Non, tout. c'est vrai qu'on jouait beaucoup à question pour un champion le soir. C'était ce qu'il y a eu de mieux dans les sites préhistoriques. C'était qui veut gagner des millions. C'était pas. Attention. Vous voyez, vous retenez rien de vos voyages. Après, c'était le jeu du portrait, c'était passionnant. Non, franchement, non, je suis déçu, très déçu. Alors poursuivez maintenant. On avec vos était pages seuls culturelles. sur un beau bateau. Magnifique. Magnifique.
que notre ami... Bateau à roues, hein, quand même. Bateau à roues que notre ami Rouquier avait, avec sa générosité habituelle, loué pour nous. Et il y avait juste un seul couple, en plus de nous, qui était des Hollandais, et qui était absolument fasciné par nos jeux du Les soir. Hollandais, ils étaient martiniquais? Ils étaient noirs vifs? Où tu vois les Hollandais? Non. Toi, tu étais déjà... La dame était noire vive. Ah oui. Mais le monsieur était couleur était fromage. rouge vif. Non, c'était les Hollandais. Vous savez qu'il y a des noirs en Hollande. Sauf qu'elle était de Martinique. J'ai discuté avec elle en créole et elle était de Martinique. Donc, Tu si tu veux... discutes en créole? Oui, je Ah, discute, mais bah. oui, c'est vrai que tu as cette corde à ton arc. Ah oui, Dites-nous c'est vrai quelque qu'on chose en Parle créole. Bah, moi, un Thibaut, voilà, ça suffit. Ça veut dire donne-moi un baiser. Voilà, tu vois, Comme dans la il est chanson. entièrement bilingue. Ah, Comme ben, dans la chanson, bas-moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut. je crois que c'était une Oh, chanson mon de la Dieu, CGT. oui, moi. Bas-moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut d'amour. Dans la Bah, CGT, Thibaut, ils chantent ça. Tous deux derrière Thibaut, Thibaut, trois tous derrière Thibaut. Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, doudou. Alors parlons des manifs des lycéens, justement. Ah, Allons-en. Alors il paraît qu'ils étaient très nombreux. Ils ont gagné, hein, ils ont gagné. Hier, j'ai eu mon pote, notre ami Stéphane Pocrin, qui m'appelle. Alors, j'ai pas décroché, j'ai eu juste le message au départ. Et alors, j'entends un message. Écoutez. J'avais l'impression d'avoir un gamin de 15 ans au téléphone. Je ne le reconnaissais pas. C'est-à-dire qu'il était métamorphosé par la manif. Il devait être au cœur des lycéens. C'est vous dire si c'est vraiment les lycéens qui manifestent, il y a Pocrin. Alors, et alors il était là, ouais, c'est super, tu verras comme ça se passe. Mais c'était une ambiance. Je comprenais pas un mot de ce qu'il disait tellement il y avait une ambiance autour de lui. Il faut en parler, il faut en parler. Non, mais c'est ridicule tout ça, parce que mai 68, ça a été des manifestations formidables de garçons qui n'avaient pas connu la libération. filles. Et qui étaient nés juste à la libération ou après, qui avaient entendu leurs parents raconter la libération et qui se sont dit, on va faire nous aussi notre insurrection. Et c'était quand même assez touchant de voir à quel point l'idéal de liberté, ils voulaient le reproduire. Tandis que maintenant, c'est des gens qui n'ont pas connu 68 et qui veulent refaire 68. Mais et il faut qu'il y ait 14 connards ici qui disent « Oh, c'est bien, la jeunesse bouge enfin. Oh, ça bouge. » Mais dire aux lycéens « Vous n'êtes bons qu'à descendre dans la rue », c'est la chose la plus réactionnaire du monde. Argumentez, dites pourquoi crois vous vraiment êtes ce que tu dis, là. pour Mais ou ils contre l'ont dit. absolument. Ils ont Mais dit cette pourquoi ils excitation descendaient. que vous avez tous, les anciens 68ards, à dire « Oh, ils sont dans la rue, ils sont dans la rue, c'est merveilleux. Enfin, c'est le ils s'intéressent reporter à qui dit quelque ça, chose. » c'est le Mais tout le reporter. monde, on entend Écoute, ça à la télévision. Philippe Alfonsi. Calmons-nous. Il y a eu un truc formidable ce matin, je ne sais plus sous la plume de qui, dans Libé, où il disait les lycéens, c'est comme la pâte dentifrice, une fois qu'ils sont sortis du tube, on les fait plus rentrer. Et ça, au moins, c'est formidable, et ça résumait tout. C'est vrai que ça va les mettre. Écoute, Fallait-il les faire sortir du tube pour cette idée du Bah, bien bac sûr. Mais pourquoi? Attends, parce que tu vas avoir un bac Henri IV ou Louis le Grand, et tu vas avoir un bac Nanterre. Bon, tu penses bien que le mec qui a le bac Nanterre, quand il va se présenter dans une entreprise, on va lui dire, bon, écoutez, monsieur, vous auriez dû passer par Henri IV. Ah, Et puis du c'est tout. tout. C'est lamentable. C'est tout. C'est ridicule, et ils ont bien raison de Sans même rentrer dans la... Moi j'ai eu un bac Ravaillac, j'ai été poignardé juste avant l'oral. sans La même... France est le seul pays en Europe, et peut-être un des rares au monde, où le travail de la dernière année est aussi peu pris en compte et qu'on ne prend que le résultat d'un examen. Je trouve que c'est une chose... Que c'était une bonne réforme. donc. C'est une bonne réforme. Alors maintenant, est-ce que les modalités de cette réforme sont bonnes ou mauvaises, ça veut dire, mais dire les étudiants descendent, les lycéens descendent dans la rue, ouais, et la réforme du bac, c'est le bac Henri IV et le bac Nanterre, non, c'est irresponsable. C'est ça qui me frappe. Voilà. C'est ça qui me frappe. Sans revenir sur ce qu'il y a de pas fondé dans cette réforme et sans engager un débat là-dessus, c'est vrai qu'on voit quand même que toi, qui es un homme de gauche incontestable, tu as de mauvais réflexes. C'est-à-dire que moi, c'est vrai, spontanément, quand je vois des dizaines de milliers de jeunes d'une génération qui pourrait être docile, qui pourrait fermer sa gueule, qui pourrait justement n'avoir qu'une seule idée parce qu'on la terrorise en lui disant ça sera le chômage. Quand je les vois bouger simplement, c'est vrai, bouger, essayer de comprendre, s'adresser à un ministre, être concerné, simplement concernés, pas devant Starac, qui sont là à parler politique malgré tout, je trouve ça formidable. Après qu'il y ait un débat engagé sur les bonnes ou les mauvaises réformes, c'est une deuxième chose. Moi, je vibre en effet, et pas parce que je suis un vieux 68 ans, je vibre parce que j'ai des enfants, parce que je suis content justement que mes enfants soient politisés par exemple, votent, s'intéressent à tout ça, et c'est des générations qui font leur formation aussi dans la rue. Isabelle, votre fiston, vous avez un fiston qui est au lycée, non? Oui, non, il n'est pas encore au lycée. Ah, zut alors. Il a du retard. Non, il est en troisième.
Ah, je le voyais. Ah oui, c'est juste la limite alors. Non, c'est parce qu'il est très grand, mais en fait, il a pas cet âge-là. À partir de la seconde. Ah oui. C'est pas nous. Il est au collège en fait. Son Il est fils. au collège. Au collège, oui, c'est ça. Ah ouais. Mais même au collège, déjà, ils s'y sont intéressés quand même. Mais c'était bien fichu parce que hier, ils passaient les brevets blancs, parce que ça se passe encore. Et donc, du coup, ils n'ont pas manifesté. Ah ben, il y a quelqu'un qui va passer son brevet blanc, c'est Michael Jackson, puisqu'on nous dit dans François aujourd'hui que 250 jurés potentiels sont sélectionnés en ce moment pour composer le jury qui décidera du sort de Michael Jackson et qui sont en majorité blancs. Voilà, il y a seulement, il faut dire, 12 noirs et un tiers d'origine hispanique du jury et surtout des femmes. À peine une demi-douzaine donc des jurés seraient noirs parmi les présélectionnés. Hein. Le processus de sélection va durer encore pendant 4 semaines. Évidemment, on sait que là-bas aux États-Unis, ça va évidemment énormément influencer le résultat du vote, la couleur. C'est terrible d'ailleurs d'imaginer ça. Pays horrible. Quel pays horrible. Ouais. Chaque fois qu'on évoque des traits de ce pays, qui a par ailleurs des traits formidables, encore une fois, mais ça, c'est la justice aux États-Unis, moi, ça me fait froid dans le dos. Mais absolument froid dans le dos, quoi. Je trouve qu'on ne le commande pas assez quand on sait en plus qu'il y a entre 2 et 2,5 millions de personnes en prison, qui représenteraient 500 000. Je le dis tout le temps et chaque fois je le répète, si nous avions les mêmes proportions de prisonniers en France, par rapport à la population américaine qui est plus importante, au lieu d'avoir 50 à 60 000 prisonniers, ce qui déjà est considérable, et vous savez, les surpopulations, nous en aurions 500 000. Ça veut dire que rien que dans cette salle, je peux vous dire qu'il y aurait un certain nombre de gens qui seraient au trou. 500 000 personnes en France seraient en prison si on appliquait les mêmes règles. Sans compter les étrangers dans les centres de rétention aux États-Unis, qui représentent aussi des considérables quantités de gens. On ne parle pas assez de cet aspect des choses. Moi, ça me terrifie, la justice. Si Claude Sarraute était là, elle dirait ouais, évidemment, c'est pas aussi bien qu'en Union soviétique, rendez-nous Beria et tout ça. Je ne dirais pas cela. Mais c'est vrai que ça m'écorche, ça m'arrache la gueule de te le dire. Tu as raison sur la justice aux États-Unis. Un peu de musique, puisque Patrick Modiano, c'est un pédigré, le titre de son dernier livre paru chez Gallimard. Modiano, un pédigré. C'est vous qui commencez, Sophie. C'est son histoire, c'est son pédigré, c'est son curriculum vitae. C'est un constat qu'il fait un petit peu en touche, c'est-à-dire il essaie de rafraîchir sa mémoire qui est assez floue pour raconter d'où il vient. Il est né d'une mère flamande qui était elle-même née à Anvers et d'un père juif parisien, et il est né en 45. Alors il raconte comment ses parents se sont connus. Ce que faisait sa mère était une petite comédienne de deuxième catégorie qui a débarqué en 42 à Paris et qui a fait une petite carrière médiocre, et une fille très au cœur sec, très nombrilique, et le père était un mec qui travaillait entre deux eaux avec des voyous, qui faisait du marché noir, et pendant la guerre et après la guerre et avant la guerre, qui se contentait de petites affaires, et ils ont vécu plutôt dans la dèche durant toutes ces années de jeunesse de Modiano, avec des petits pics de confort, dont un appartement à 3 étages quai de Conti. Alors il raconte ces deux personnages. La mère n'en avait rien à faire de son fils, et le père non plus. Ils ont tout fait pour l'éloigner, pour le mettre chez des copains, dans des villas, dans des maisons. Ça peut vous passionner. Non, parce que c'est très triste quand même. Ouais. C'est très triste. Puis ils le mettent dans des pensions. À un moment donné, il s'en échappe, il revient. Il a un petit frère qui meurt. Ça s'est passé un peu discrètement, sous silence. Mais on sent des déchirures qui ne saignent pas. Enfin, il veut pas saigner, donc il met vite le pansement. Et c'est douloureux parce que ce père qui passe de nénette en nénette. Alors on croise des gens importants. La mère est prise un petit peu en affection par Suzanne Flon. On croise Suzy Prime. Le mec, il a des maîtresses de tous bords, dont une fille qui a été fiancée à Lucky Luciano en Floride, dont une fille qui a été fiancée à Billy Wilder en Allemagne. Il y a du joli monde, de l'entre-deux-mondes, je dirais. Et ce garçon, il aurait pu en crever, quoi. Je veux dire, il aurait pu, comme le chien de sa mère qui lui avait été offert par un fiancé et qui s'est suicidé par une fenêtre, il aurait pu subir le chien même... ou le chien, un chocho, c'était un chocho. Il aurait pu subir le même sort. C'est un enfant rejeté, délaissé, oublié, et qui a été sauvé par la lecture, et surtout, on a l'impression qu'il est né 20 ans plus tard, quand son premier livre a été édité. C'est le style Modiano, c'est-à-dire rapide, simple, sans étalage, un petit livre, sans fioriture, beaucoup de non-dits, mais c'est un livre
est douloureux sans complaisance, je dirais. Si on aime Modiano, c'est un livre qui va vous rappeler d'autres Modiano, parce qu'effectivement, par recoupement, on retrouve sa vie, ses traces. Je pense que c'est un joli Modiano dans la douleur. Mais ça vous a plu ou pas? Oui, ça m'a intéressé. Plaire, c'est autre chose. Ça m'a intéressé. Isabelle Motro. Moi, je trouve que c'est un peu une clé, ce roman. C'est-à-dire que quand on a lu, c'est même pas vraiment un roman d'ailleurs, quand on a lu d'autres livres de Modiano, effectivement, on comprend mieux... Mais si on n'a pas lu d'autres... Alors voilà, la question que je me pose, c'est si on n'en a pas lu du tout, je pense qu'il faut surtout pas commencer par celui-là. Parce que c'est vrai que c'est un pédigré, c'est-à-dire qu'il se passe rien, et en même temps, il se passe des quantités de choses, puisqu'il raconte vraiment branche par branche un peu sa famille, et surtout, évidemment, ses parents, puis son enfance, puis sa jeunesse, son adolescence, etc. Alors, c'est d'une tristesse glaciale. Enfin, vraiment, c'est épouvantable ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu est vraiment épouvantable, d'autant plus, comme tu disais, qu'il pleure jamais. Et c'est terrifiant cet enfant-là. Mais voilà, mais encore une fois, si on n'a jamais lu Modiano, je pense qu'il ne faut pas commencer par je suis pas d'accord. Alphonsi. Moi, je suis pas d'accord. Même si on n'a pas lu Modiano, je pense que ça donne envie de lire Modiano. Parce qu'on se dit qu'un garçon qui a vécu ça... mais tu as déjà lu Modiano, toi. Bah oui, mais donc tu peux... n'empêche. C'est en effet, tu as tellement raison, c'est une clé. Il n'aurait pas pu l'écrire avant, je pense, ce livre. D'abord, c'est un livre où il se libère. Ça, je crois que Gérard peut en parler mieux que nous de ce point de vue-là. Mais moi, ce qui m'a frappé, au début, j'étais gêné parce que j'avais l'impression de lire un carnet de notes. Ouais, exactement. C'est d'une sécheresse, c'est sans affect, c'est comme ça. Un carnet de notes sur tout ce qui a pu lui arriver. Et il lui arrive en effet 2 parents épouvantables, vraiment odieux. Petit à petit, on se laisse entraîner là-dedans, on se laisse prendre. Et il y a une émotion formidable derrière les mots. Je trouve, alors vraiment, c'est un bouquin, moi, qui m'a beaucoup touché, qui est en effet une clé. Mais il y a des choses très drôles aussi à l'intérieur. Janco en prend une au passage. Mais alors, Janco, qui a été l'amant de sa mère, en prend une au passage qui m'a ravi. Il a fait croire à Janco, alors qu'il était lycéen, il lui a fait croire qu'il avait un de ses copains de classe qui était le fils caché de Stravinsky et que de Stravinsky, pardon, et qu'il vivait quelque part caché et que et l'autre est venu le chercher à l'école en bagnole pour essayer de voir. Janco, qui était l'ancien secrétaire de Sartre, qui a viré complètement sa cutie, bien qui est devenu un pamphlétaire, écrivain de droite. Le conseil aussi que Janco donne à sa mère pour l'engager à lire Monterland. Enfin, il y a des moments formidables dans ce bouquin de méchanceté et de cruauté, mais qui est d'abord la cruauté que lui a vécue. Je trouve que franchement, c'est un livre bouleversant. Pierre Bénichou. Moi, je suis mal placé parce que j'ai une passion pour Modiano, pour l'homme et pour l'écrivain. Je trouve que c'est le plus grand écrivain français en ce moment. Et j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Et justement, ce style, Françoise Giroud disait, il écrit avec une gomme. Et je trouve que c'est vrai, c'est quelqu'un qui dit les choses sans les dire, on a toujours l'impression qu'on est indiscret, on reste toujours au détour d'une phrase, on a envie qu'il en dise plus, et le personnage disparaît, enfin c'est formidable. Et jusqu'à présent, c'était du grand art, un art absolument extraordinaire, c'était l'anti-Proust, et en même temps c'était Proust. C'est-à-dire que, et là, au lieu d'être dans la fiction et de nous entourer de ce halo de brume des années 40, 50, qui est sa période de prédilection, il parle de lui. Et il parle de lui très bien, avec un peu le talent qu'il a dans les autres livres, mais un peu un goût de la vérité. Tout d'un coup, vraiment, qui me gêne beaucoup. Parce que cette confession, elle est dans son œuvre. C'est comme si Proust, tout d'un coup, avait dit, alors, je suis le fils d'un grand médecin qui habitait 32 rue de Lisbonne. Ma mère, qui était née Sophie Veil, était... Et ça me semble pas nécessaire. Ce livre n'est pas nécessaire. Et en plus, que le plus grand écrivain français, je le redis encore, tant pis si Patrick m'écoute, mais qu'il le sache, il ne devait pas tomber dans le travers qui est de la littérature d'aujourd'hui, d'une vingtaine de livres. Je ne parle pas des choses atroces dans le genre de Mademoiselle Allégret, mais je parle même des bons écrivains, comme Gisbert, comme ça, qui viennent raconter leur vie. Ma mère me faisait ça, et mon père me faisait ça. Toi qui connais bien. C'est pas pareil. Quant à savoir, c'est pas pareil, mais c'est aussi cela. Toi qui connais mieux Modiano que moi, certainement, mais qui le connais un petit peu, est-ce que tu ne penses pas que tout ce qu'il a écrit jusqu'à présent, peut-être, c'était aussi pour arriver à pouvoir écrire un livre comme ça? Que c'est peut-être un livre qui vient après tous ceux que tu... Non, mais il avait une œuvre littéraire. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la vérité? Et en plus, cette vérité... Mais toi? Et en plus, cette vérité-là, je suis pas sûr qu'elle soit la vérité.
Parce que moi, je l'ai vu avec Mais sa mère. lui-même n'en est pas sûr. Il le dit à un moment donné, que ce sont des fantômes qu'il n'arrive pas à saisir. Moi, je l'ai vu avec Louisa, et ce qui était sa mère, et j'ai pas eu l'impression de cette sécheresse terrible. C'est vrai que son père, qui était un escroc. C'est ce qu'on appelle le roman familial. Le roman familial, c'est pas la vérité. Pas du roman, là, non, mais c'est ce qu'on la appelle en vérité. psychanalyse le roman familial, c'est quand quelqu'un te dit, par exemple, j'ai eu un père comme ceci ou un père comme cela, tu vas pas, comme un flic, aller vérifier si c'était exact. C'est comme ça que tu l'as vécu, c'est comme ça que tu l'as écrit, c'est comme ça que tu le racontes, tu vois. Donc c'est. Mais ça, c'est une déformation de la psychanalyse. Le vécu est plus important que la vérité. Je le sais bien, mais. Où il y a un niveau où ça n'est ni vrai ni faux, d'une certaine façon. Oui, je sais bien, c'est bien. En tout cas, moi, puisqu'on me demande de dire ce qu'on pense, je me suis rué dessus. Je l'ai lu avec délectation, et c'est seulement après avoir refermé le livre de mon écrivain favori que je me suis dit, est-ce qu'on avait besoin de cela? Voilà. Gérard. Et à quel point ma critique. Et lui en avait besoin. Oui, voilà, je crois que c'est exactement ça. Il faut lire ce livre en pensant qu'il en avait besoin. Il y a des divans pour ça. Sans doute. Enfin, tu sais qu'il y a quelque chose chez Modiano qui fuit toujours. Il y a une très jolie chanson. Le divan va lui coûter alors que le bouquin va lui rapporter. Mais rien ne dit de ce qu'il fait ou ne fait pas avec les psychanalystes. Mais il y a une très jolie chanson de quelqu'un que tu n'aimes pas du tout, et c'est dommage. C'est Vincent Delerme qui a fait une très jolie chanson sur Modiano qui décrit assez bien Modiano. Il y aurait un nom célèbre dans une chanson de Vincent Delerme. Je l'ai loupé. Non, c'est juste celui-là dans cette chanson, et c'est très joli parce que justement il voit Modiano dans la nuit, dans le soir. Il dit à sa copine je l'aime tellement. Ils essayent de le retrouver. C'est très chic. Pourquoi c'est très chic? C'est un style qu'a Delerme, et je trouve que c'est très très juste et très joli cette Il va chanson. finir par faire une chanson où vous serez cité, Gérard Delerme. Mais vous êtes amusant, vous reprochez à Je vois bien Delerme. une chanson, je la vois tout de suite. J'ai signé un cabinet de Gérard Miller. C'est drôle cette mode de ne pas aimer Delerme aujourd'hui alors qu'on l'a encensé. Moi vraiment. Il a un talent absolument fou. Je suis le précurseur. Il a un talent, oui c'est vrai, mais il a un talent absolument fou et un style. Ça m'amuse quand on lui reproche le dropping names ou je ne sais comment on l'appelle. C'est un des styles qu'il a. C'est une caractéristique. C'est comme si vous disiez chez Pierre Perret, c'est incroyable le nombre de mots d'argot qu'il y a. Ça fait partie de son genre. Moi je trouve ce type incroyablement doué. Et franchement, si vous écoutez Laurent, la chanson sur Modiano, elle est très jolie. Tu as raison. C'est qu'il est très doué. C'est vrai qu'on a le droit de faire du name dropping. Eh ben, on n'a pas le droit de faire chier. C'est moi qui me fait chier. Mais je te jure, c'est C'était pas pour réengager. Je sais qu'il y a plus de talent que dans les chansons d'Annie Cordy, mais au moins les chansons d'Annie Cordy, je rigole. D'accord. Il y a des gens qui pourraient trouver Modiano très chiant, très sombre, très nombriliste, etc. Donc elle fait du name dropping aussi, Annie Cordy, dans Frida Papa. Frida Papa, bien sûr. Elle veut parler d'une fiancée de son papa. Rien à ajouter, Sophie, sur ce livre? Je trouve qu'il ne tombe pas du tout dans la mode actuelle du nombrilisme. Justement, ce livre est formidablement, je trouve, douloureux, mais plein de pudeur. Voilà. Et ça, c'est donc pas du truc du tout moderne dans le style jeu métal. Merci Sophie. Non, mais c'est vrai que vous disiez que il fallait avoir une clé, avoir lu d'autres livres de Modiano pour le comprendre. Je pense que ça peut être aussi dans le sens inverse, lire ce livre et avoir envie de lire les autres que nous n'avons pas lus, parce qu'effectivement, c'est au départ de là qu'on sent toute sa création qu'il a sauvée. Il est absolument sauvé, et c'est vrai que je trouve très joli que ce soit un petit livre, parce que tu évoquais l'Anti-Proust, qui n'est pas faux, et c'est vrai que dans cette minceur du livre, il y a quelque chose aussi déjà très touchant, c'est de parler de soi d'une façon aussi personnelle et de façon aussi condensé, ce qui est toujours le essentiel. Je dis l'anti-Proust et Proust aussi. Hein. Je ne dis pas seulement l'anti-Proust. Non, mais je disais l'anti-Proust sur la longueur. Tu sais ce que disait Céline de Proust, 10 000 pages pour savoir si tu enculeras ta taf, c'est long. C'était très méchant sur Proust. Céline a quand même dit pas mal de conneries. Beaucoup de conneries, mais celle-là m'a toujours fait mais rire. quel grand écrivain aussi. Oui, quel grand écrivain. Mais politiquement, il était bien. C'est surtout là. C'est surtout ça, voilà. Modiano chez Gallimard, un pédigré, c'est le titre de son dernier bouquin. Faites-vous votre avis vous-même, mais effectivement, peut-être lisez un autre Modiano avant, et puis celui-ci après, c'est le conseil en tout cas de Sophie. On se retrouve dans une page de pub, pas plus. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Isabelle Motro. Et au téléphone, Serge Liado, Monsieur Musique Éternelle, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pour les coïncidences, les rencontres, les petits plagiats parfois, en tout cas des chansons qui se ressemblent. Et aujourd'hui, je vois sur ma feuille Michel Sardou, Mireille Mathieu et Louis Armstrong réunis.
Oui, c'est une petite association qui a priori peut paraître incompatible, et pourtant, Michel Sardou a écrit une chanson avec Jacques Revaux qui s'appelle « J'habite en France ». J'habite en France, oui. Voilà, et la mélodie a été un petit peu recopiée par la chanson de Mireille Mathieu. Tous les enfants chantent avec moi, il y a au moins tous les enfants chantent avec moi. Identiques. La 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 la, c'est là. C'est ça. Voilà, les 15 premières notes sont identiques. Et ça ressemble aussi à Hello Dolly de Louis Armstrong. Alors, Hello Dolly, c'est plus la mélodie, mais les harmonies. Alors, les harmonies, alors justement, si vous voulez, dans le premier cas, la ressemblance entre la chanson de Sardou et celle de Mireille Mathieu, c'est une coïncidence, c'est un hasard. Dans le second cas, la ressemblance entre la chanson de Mireille Mathieu et d'Armstrong, ce n'est pas un hasard, à mon avis. C'est une évidence. C'est presque un plagiat. On va constater ça tout de suite, écoutons. Il y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alka-Seltzer, on se balade la culotte en l'air. Dès que je chante cet air-là, je ne sais pas très bien pourquoi tous les enfants font la la la. Je me revois comme autrefois sur les bancs de mon école, c'est la fête autour de moi. Si je retombe cette mélodie, on va ensemble, même en nuit tous les enfants font la sous le grand soleil du midi, même les pieds dans la pluie, tous les enfants font la c'est difficile à expliquer, mais je le cœur tout chercherai, j'étais cramée, j'aimais ça. Mais la musique me poursuit, et aujourd'hui quand je chante, je ne chante que moi. On peut applaudir Serge Liado. Ah oui, alors vraiment, formidable. Bravo, là on est convaincus. On dirait que Mireille Mathieu chante sur la chanson d'Armstrong. Ah oui, complètement. Mais elle devait le connaître, hein. À moins que vous nous disiez pas toute la vérité, Oui, que c'est vrai qu'il y avait Armstrong beaucoup de est vraiment physiquement venu jouer de la musique avec Mireille Mathieu. Mais Armstrong, c'est bien celui qui a marché comme elle est comme Sur la Lune. Elle est comme la Lune. Un mec qui marche sur la Lune, qui gagne 2 fois le Tour de France après avoir vaincu le cancer, et qui chante Hello Dolly, c'est quand même pas mal. Ben oui. Et vous dites du mal de l'Amérique. Vous connaissez beaucoup de Russes qui font ça? Bagarine, il n'a jamais gagné. Ah oui, formidable. Bravo Serge, en tout cas. Armstrong, ça a été un grand pas pour l'histoire de la musique. On se retrouve lundi, Serge Liado. Allez-y. Merci Bravo, encore, bravo. bravo. On parle un peu sport. Ronaldo va se marier en France, hein, lundi à Chantilly. Il va faire la fête le jour de la Saint-Valentin. Il a bien choisi l'avant-centre du Real de Madrid. Dans l'Oise aura lieu donc ce mariage, seconde noce. J'adore. C'est ça que vous appelez du sport. Nous allons parler sport maintenant. Nous allons parler maintenant philosophie. Sartre dans la rue a marché sous une crotte de chien. Et... Non, c'est pas de la philosophie, c'est pas du sport. Vous comparez ce joli mannequin à une crotte de chien. Mais non, mais vous ne parlez pas sport, vous parlez people, mariage d'un sportif. Oui, mais enfin, ça intéresse tous les amateurs. sport quand même. Ah bon, d'accord. Si je ne vous avais pas dit qu'il était avant-centre au Real de Madrid, Je ne vous ne l'aurais pas su. Vous ne l'auriez pas su. Vous voyez physiquement comment il est, Ronaldo, hein, Chauve. un peu chauve avec des jolies dents devant, là, un peu à la Stevie devant. Et... Souvent, on a des jolies dents devant, tu vois. Des fois, on n'a pas. Mais en fait, moi, je suis très content de ce mariage Oui. parce que Ronaldo, c'est un type absolument charmant. Vous le connaissez? Je le connais très bien. J'ai connu son père et sa mère. D'ailleurs, je dis de ne pas raconter sa vie entièrement parce que il faut pas étaler son malheur de son enfance. C'est un très grand écrivain, Ronaldo. Absolument. Vous confondez avec Modiano, là, alors. Ah, c'est pas du même qu'on parle. À propos de bouquins, je vous conseille l'émission de ce soir. J'en ai déjà lu un, moi. Oui. On a tout essayé parce qu'il y a un grand moment de télévision. Pierre, vous avez assisté à ce moment, Sophie aussi. C'est l'annonce du futur livre. Non, je reviens pas encore. J'ai remis toute la soirée. J'ai tenu à m'en remettre. C'est quoi On a enregistré hier, l'émission elle passe ce soir. C'est l'annonce du premier livre de Stevie. Ça, je dois dire. Ah, ouais. Vous me laissez raconter, qui Pierre? Absolument, je vous laisse Parce que raconter. Je vous nous demande. recevons Françoise Maléjoris ce soir, membre de l'Académie Goncourt, pour son dernier livre, qui a été formidable, brillante, drôle, intelligente Charmante, évidemment, comme toujours. formidable. Et voilà, on parle des livres et tout, et comment naît un livre. Et Stevie nous annonce comme ça, sans nous avertir précédemment.
qu'après avoir vu Annie Lemoine faire un livre et après avoir vu Isabelle Alonso sortir le sien, que lui s'était mis à écrire aussi, Stevie. Et ça, je trouve ça touchant. Pourquoi pas? C'est très bien. Et on se dit, il va nous raconter le loft, il va nous raconter les défilés de Jean-Paul Gaultier. Pas du tout. Ma vie de pizzaiolo jusqu'à Europe 1 ou Le Mans Paris en 3 heures. Enfin, bon. Et là, on lui demande quel est le sujet. Et là, je serais même pas capable de vous le répéter, le sujet. Ah, Pierre, c'est... Pendant 10 minutes. Hein. L'influence de l'Europe sur les rapports entre les États-Unis et l'OCDE, machin. Ça a duré 10 minutes. Non, mais c'est et on était sur le cul. Non, mais c'est formidable, parce que même le caporal chef avance, qui écrit une fresque où il en est tombé rosingien en ce moment. Et là, tout ça n'a pas cette ambition. C'est quelque chose d'incroyable. Non, mais il vous a fait un gag, là. On n'en revenait pas. Moi, ça m'épate, parce que rien que pour ça, je le trouvais patent. C'est-à-dire que d'y croire, je trouve ça formidable. Il s'arrêtait pas. Mais ça, et alors, il donnait des conseils techniques aussi. Il dit, alors, on se met le truc avec l'ordinateur, top. On voit le livre qui commence à se faire. J'ai tout. Alors, on lui dit, mais quel est votre secret? Il dit, le secret, c'est que je voyais Isabelle Alonso qui écrivait dans le train quand on était en tournée. Il disait, mais comment tu fais pour écrire si vite? Elle disait, j'ai mon livre dans ma tête, alors il suffit maintenant que mes doigts tape ce que j'ai dans la tête. Alors moi, comme j'avais des tas d'idées, surtout sur l'OCDE, et avec justement le pétrole, la crise du pétrole, et les monnaies, parce que l'Europe c'est quand même bien, parce qu'on va être ensemble, donc on sera plus riche. Alors là, top, je lis, je dis, mais combien? Parce que François-Manuel Meurice avait dit, moi je juge un livre au bout de 80 pages. Alors j'ai dit, t'as fait 80 pages? Il dit, non, 60 seulement. Je dis, mais tu t'en auras fait... combien bientôt? Il dit, j'en fais une dizaine par semaine, comme ça, et puis voilà. Et va savoir si on n'est pas en train de se moquer de Goethe. Moi, je trouve ça touchant. Non, ça serait plutôt Aaron, tu vois. D'abord, on l'aime, notre Stevie, et puis au moins, il aura eu le mérite de nous surprendre, parce qu'on pouvait s'attendre à tout sauf à ça. Et il faut parfois se garder de se moquer trop vite, car Gérard Miller, vous allez devoir très vite des excuses à Elsa Fayer, car on s'est tous moqué d'elle hier dans l'émission, quand elle a utilisé le verbe césariser à propos d'une femme qui subissait une césarienne, car c'est dans le dictionnaire et on dit césarisé, et nous on s'est tous moqué de là, on dit, ah ouais, t'as reçu un César, et c'est Elsa Fayer qui avait raison. Donc parfois on est victime de son image, et les intellectuels que vous êtes trop rapidement vous moquez de gens qui ont raison face à césariser. Moi, très souvent ça arrive, parce que nous on lit plein de bouquins, Joyce, Proust, Céline, Goethe, comme je disais tout à l'heure, tout ça, tandis qu'eux, ils lisent que le dictionnaire. Alors forcément, ils connaissent des mots qu'on ne connaît pas. Non, mais employer des mots inconnus a toujours été une grande preuve de cuistrerie, donc d'inculture. Je fus césarisé, c'est le comble du ridicule. Mais elle est charmante et je l'aime beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on dit une césarienne? Pourquoi est-ce qu'on dit une césarienne? Voilà, ça j'allais poser la question. Ce mode d'accouchement. Parce que c'est comme ça qu'est né Jules César. C'est vrai? Non, je sais pas. N'importe quoi. Pas du tout ça. J'ai fait la démonstration de comment, quand on a l'aplomb. Le papa de Stevie est là. Alors, on n'entend pas, alors on peut pas. Non, mais on va le redire. Mais moi j'ai l'explication. C'est que césariser vient du latin et veut dire ouvrir, c'est tout. C'est pas compliqué. Vraiment, mais nos auditeurs vont nous le dire tout de suite. J'ai une équipe de fous, il faut bien dire ici. J'ai une équipe de fous. Et oui, César. J'ai l'impression de tenir un asile psychiatrique. Vient de César. Ciseaux, ouais. C'est C carré. Ronaldo va donc se marier à Chantilly lundi. Bien sûr. Il y a quand même du beau monde. 250 invités sont attendus à Chantilly pour la fête à Ronaldo, avec David Beckham, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Michael Schumacher sera là, Fernando Alonso, enfin les plus grands sportifs. Le moine aussi. Le frère d'Alonso. Voilà, en tout cas, pour s'offrir le château et son parc, le footballeur a dû débourser près de 50 000 €, sans compter les frais de gardiennage. Le
traiteur et l'avion privé destiné à ses coéquipiers qui joueront dimanche en championnat face à Osasuna et qui devront rejoindre lundi la France. Je sais pas pourquoi il a choisi la France. Ça nous fait plaisir en même temps. Pourquoi il se marie à Chantilly, la crème des footballeurs va à Chantilly. Ça me paraît logique. C'est un très beau château aussi. Voilà. C'est un beau château. Ah oui, c'est un très beau château. Vous connaissez le château de Chantilly? Oui, j'avais eu le plaisir et le privilège de participer à un des festivals de feux d'artifice qui ont lieu dans ce château tous les 2 ans. Avec Patrice Lecomte d'ailleurs. Et alors on avait découvert le Chantilly, c'est magnifique. On quitte Chantilly pour Nice avec la 121e édition du Carnaval de Nice. 180 grosses têtes, c'est plus que chez Bouvard, sont attendues à Nice. Le cortège se composera de 20 chars, dont une trentaine qui utiliseront les techniques ancestrales de la grosse tête, des couches de papier successivement collées les unes sur les autres dans un moule. Je n'ai jamais vu moi de près ça. Alors c'est beau? Moi j'ai vu, oui, c'est beau. Enfin, ça n'a rien à voir avec un festival vénitien ou brésilien, mais c'est autre chose. Il y a quand même 1 million de personnes l'année dernière, pour 1 million de personnes pour le carnaval de Nice. Ça me paraît beaucoup, 1 million de personnes. Est-ce que ça ressemble à ceux du Nord, vous savez, les fêtes? Non, parce que là, ce sont des chars. Le Nord, tu parles des Gilles. Oui, tu vois, tout ça. Ils sont physiququement dans la rue, tandis que là, ce sont que des chars qui défilent avec des genres de marionnettes énormes en papier mâché et recouverts, effectivement. Et c'est plus enfantin, je trouve que c'est plus naïf, mais c'est charmant aussi. Ça commence demain, c'est jusqu'au 27 février, le carnaval de Nice. Et pas très loin, à Menton, alors il y a la fameuse autre fête que je ne connaissais pas. Ouais, moi, je la découvre dans le Figaro. Je savais qu'on parlait souvent des citrons de Menton, mais je savais pas qu'il y avait la fête du citron. C'est même la 72e fête du citron dans les rues de Menton à partir d'aujourd'hui. Manifestation sans équivalent dans le monde, qui d'autres auraient eu l'idée, vous me direz, mais enfin, ça existe depuis les années 30. Et alors là, tout le défilé est composé de citrons, d'oranges. 300 personnes sont mobilisées, pas moins de 130 tonnes d'agrumes pour organiser ce corso, ce carnaval fruité à l'aide d'oranges et de citrons dans les rues de Menton. Connaissiez ça, Pierre Bénichou? Non, pas du tout. Je sais que j'aime le citron. À Nice, il y a les têtes, à Menton, il y a les troncs. On quitte Menton, Nice, pour un bouquin là que je voudrais vous présenter, un bouquin sur Édith Piaf. On me dit, pour certains l'ont lu, que c'est peut-être le meilleur bouquin jamais écrit sur Piaf, à la fois drôle, émouvant, et c'est quelqu'un qui, je crois, a travaillé longtemps auprès d'Édith Piaf. D'ailleurs, le livre s'appelle Mon amie Édith Piaf. C'est signé Ginou Richer, qui, je pense, a été secrétaire et assistante d'Édith Piaf pendant de longues années. Et ben voilà, il paraît qu'il faut vraiment le conseiller parce que c'est très très bon. Ça s'appelle Mon amie Édith Piaf. C'est préfacé par Charles Aznavour. C'est signé Ginou Richer. Et c'est aux éditions L'Instantané. Ça nous permet peut-être d'écouter une chanson. Qu'est-ce que vous voulez, d'Édith Piaf? La vie en rose. La vie en rose? La foule, la foule. La foule? Non, Comme moi. Comme moi, ça c'est Jean-Jacques Goldman, ça. Non, c'est pas toi. Au fond, elle essuyait les verres. Moi j'essuie les verres au fond du café. Et Milord, non, c'est pas mal, Milord. Allez, venez. Non, pas Milord. Et les cloches, là, c'était trop beau avec les compagnies. Une cloche sonne. Une cloche sonne. Mais vous savez qu'un musée Vous savez, c'est à ce point inculte. On s'en fout. Vous savez pas de Piaf, une cloche, oui, c'est quoi? Enfin, mais Piaf, vas-y, dis-nous quelque chose. Comment ça s'appelle? Allez, la meilleure chanson pour toi. Peut-être bien qu'ailleurs, une femme a le cœur éperdue de bonheur comme moi. Et que fermant les yeux, elle chiffonne un peu le rideau de soie bleue comme moi. Quand je ferai un livre sur Pierre Bénichou, j'aurai ça va être Comme ça, dans les trucs de la radio d'avant. Éternelle Édith, grande petite bonne femme, moineau de Paris et grande ambassadrice de notre pays à l'étranger. Maîtresse d'un boxeur, mais quel boxeur? Marcel Cerdan. Ah bah tiens, il y a son peignoir à Marcel Cerdan qui est mis en vente chez Drouot ce week-end. Non, c'était le peignoir à Édith Piaf. Cerdan, c'était le pied noir d'Édith Piaf. Monique Pantel. Bon. S'appelle la môme cinéma, on l'appelle, Monique Pantel. C'est un oiseau de Paris aussi. Bonjour Monique. Pour une fois, je vais me faire bien voir par Europe. Pourquoi? Parce que j'ai adoré Side West, qui est le film Europe de cette semaine. J'ai adoré ce film comme ça m'était pas arrivé d'aimer un film depuis longtemps. C'est deux types, un qui va se marier dans 8 jours et son copain qui partent en goguette dans les vignes de Californie. Ils adorent boire, ils commentent ce qu'ils boivent, ils adorent la vie. On voit l'affiche, c'est une sorte de pique-nique sur l'affiche. C'est magnifique. Et il y en a un qui est un tombeur, et il y en a un qui est un loser. Sa femme l'a quitté, et ils sont
Et c'est magnifique, c'est une histoire superbe. Il se passe des tas de trucs, on rit, on pleure, on a les émotions, on a tout. C'est un grand film d'amour, d'amitié et d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Ça s'appelle Sideways. C'est magnifique, allez-y. Si vous n'êtes pas content, je vous rembourse, je le jure. Isabelle Motro. Ah bah moi je pensais que c'était un film formidable. Bon, maintenant je sais que Monique l'a aimé, alors je me demande si vraiment ça vaut la peine. Non, c'est vraiment un film extraordinaire. C'est vraiment la découverte de ce début d'année, quoi. Passons à Is No Good, parce que c'est quand même un film dont on a beaucoup parlé cette semaine, avec Michael Youn, Jacques Villeray évidemment, Franck Dubosc et beaucoup d'autres. Alors eh ben, Is No Good, c'est pas good du tout. Hein. J'y suis allée par curiosité. Les décors sont horribles. Michael Youn en fait des tonnes. Oui, je suis partie quand il tue le vizir, joué par l'adorable Jacques Villeray. Un petit garçon dans la salle a dit: est-ce qu'il est vraiment mort? Je me suis bien douté qu'il n'était pas vraiment mort, mais j'ai pas attendu la réponse et je suis partie. On oublie Is No Good et on passe à Vera Drake. Ah, c'est un grand, beau et triste film. Oh non, c'est une histoire fausse qu'on a inventée qui a l'air vraie. C'est un film de Mike Leigh. Oui, oh, il est magnifique toujours, Mike Leigh. Hein. En Angleterre, en 1950, alors que l'avortement était interdit aux femmes pauvres, il n'y avait que les riches qui pouvaient manigancer pour se faire avorter, les autres, elles gardaient le bébé. Alors donc, il y a une femme au grand cœur, Vera Drake, qui est une femme de ménage, une mère de famille qui adore sa famille et son mari, et par gentillesse, parce qu'elle ne peut pas voir ses pauvres filles avec leur bébé dont elles ne savent pas que faire, qui pleurent, elle les avorte elle-même et dans les meilleures conditions possibles. Et je vous résume, tout ça c'est très beau et très touchant, et on va l'arrêter. Alors que sa famille, oui, n'était pas au courant. On l'arrête et elle va payer pour tout le monde, et c'est l'actrice Imelda Stanton est bouleversante, elle a eu le prix d'interprétation à Venise et le film a eu la Palme d'Or et c'est très triste évidemment. Isabelle Motro, donc un film avec l'avortement comme toile de fond. Oui, ben effectivement, c'est ce qui est fascinant chez Mike Leigh, c'est qu'il est toujours passionné moins par la politique que par la famille, mais en même temps ça se confond complètement. Et là, il nous redonne encore des arguments, puisque quelquefois, de nos jours encore, l'avortement est parfois menacé. Et là, on revoit pourquoi c'était nécessaire que ce soit possible d'avorter dans de bonnes conditions, parce que on voit tout ce que ça génère comme problème dans un contexte tout est tiré au cordeau chez Mike Leigh. Les décors sont formidablement bien reconstitués et la psychologie de l'époque aussi, c'est vraiment beau. Coup d'éclat, un film américain avec Pierce Brosnan et Salma Hayek. Alors là, les bras m'en sont tombés. Ah oui. C'est pas du cinéma, c'est un long dépliant touristique sur un grand hôtel des Bahamas, qui est affreux, de vous à moi, j'irai jamais en vacances là. Pierce Brosnan, ex-James Bond, qui a pris sa retraite et aussi qui a pris du bide, il part là-bas avec... Vous parlez du film? Ah non, attends, là, il a fait gaffe, on sent qu'il rentre son ventre. Oh, écoute, il est gras. Bon, enfin, il est un grand cambrioleur à la retraite, il va avec une grande cambrioleuse, sa copine Salma Hayek, qu'on voit qui est magnifique, elle est ravissante. Elle aussi, elle est en retraite, et ils font ils font de la plongée sous-marine, ils font du tennis, ils font du golf, ils font tout, quoi, ils pêchent des gros poissons, et il y a un type du FBI qui les poursuit quand même, mollement, et voilà, et puis tout d'un coup, le film s'arrête. Voilà. Un dernier film, Bloom. Alors attention, porter au cinéma un roman aussi touffu que j'étais difficilement arrivé à le lire, qu'Ulysse de James Joyce, c'est une hérésie. C'est un film irlandais, hein? C'est une hérésie. Mon copain a fui, moi je suis restée, emportée quand même par la musique des mots. Mais c'est vrai que c'est intelligent mais indigeste. Bon, alors vous conseillez surtout, on l'aura compris cette semaine, et avant tout, Isabelle Motro se joint à vous, le film Sideways. Oui. Un film d'Alexander Payne avec des comédiens qu'on ne connaît pas, donc je les cite mais quand même. Mais qui sont magnifiques. Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia Madsen. Mais voilà, tout le monde a adoré ce film, c'est joyeux, c'est gai, c'est beau, et c'est un film européen, alors tant mieux. Et puis il marche, Et il marche. Il marche bien, alors qu'il n'est pas de vedette connue, c'est magnifique. Et puis un film plus social, plus important, plus politique, Vera Drake, plus triste aussi. Ça, c'était un film de Mike Leigh, et vous n'avez pas aimé, mais peut-être pour les petits-enfants quand même, Is No Good, moins de 10 ans, on va dire. Enfin, il y en avait un petit dans la salle où j'étais, il avait la trouille, Ah bon. Quand même, oui. Parce que vous étiez dans la salle, peut-être. Oui, peut-être, oui. Allez, on vous embrasse, à vendredi prochain, au revoir. Et soyez gentils avec moi. Quelques conseils avant de partir.
Il vient de sortir une biographie sur Jean-Yann, c'est la première, complète, bien faite, parce que c'est son ami de cœur. Je crois qu'il l'aime comme une femme. Il en a parlé sur tous les tons. Il a fréquenté de très près pendant 40 ans. C'est Gilles Durieux, qui est un journaliste connu dans le cinéma. Et cette biographie, quand on aime Jean-Yann, comme nous tous autour de cette table, et parfois plus que d'autres, eh bien, elle est très intéressante sur le plan professionnel. Sur le plan, j'aurais un petit bémol sur le plan privé, car effectivement... forcément, vous êtes dedans sur le plan privé. Alors, oui, voilà, mais justement, ce que je regrette ou ce que je reprocherais, mais c'est pas méchant à Gilles Durieux, c'est de pas avoir interviewé de plus près tous les survivants, et surtout les survivantes qui ont partagé le lit de Monsieur Yann et qui ont sûrement eu quelques confidences et quelques petites bricoles à ajouter à cette biographie qui est pas complète à cause de ça, si je dis, sur le plan intime. Mais en tout cas, elle est très intéressante. C'est au Cherche Midi. Ça s'appelle Jean-Yann, ni Dieu, ni maître, même nageur. Et c'est signé Gilles Durieux, que j'aime beaucoup. Parfait, rien d'autre autour de la table, Gérard ? Écoutez, si vous n'êtes pas comme Pierre, si vous roulez en vélo à Paris, c'est de temps en temps mon cas, vous savez qu'il est toujours difficile de savoir où le faire réparer quand on a une petite crevaison ou des soucis. Attends, et là, j'ai là. découvert un truc formidable. Vous savez ce que c'est les CAT, les Un film avec Peter Rustinov. Non. C'est pas du tout un film, c'est une boutique qui se trouve boulevard Voltaire dans le 11e, qui est en même temps un CAT, un centre d'aide par le travail, un endroit formidable où à la fois il y a des gens qui travaillent dans le CAT, en même temps des gens qui sont des pré-professionnels du vélo. Et je trouve formidable, ça s'appelle les petits vélos de Maurice, boulevard Voltaire. Boulevard Voltaire. Je savais qu'il était con et chiant. Formidable. Mais c'est là, les records sont vélo de battus. Maurice, boulevard Le petit Voltaire vélo. dans le 11e. Je vais t'en foutre un petit vélo de Maurice dans la gueule, moi, tu vas voir. Mais lui, il est fou. On fait pas des émissions comme ça. Philippe, pour dire le petit vélo de Maurice. Mais la France profonde t'emmerde. Juste, on va juste terminer sur quelque chose d'un tout petit peu plus grave, si vous voulez bien. Juste une pensée pour notre consoeur de Libération, Obnas, qui est maintenant depuis 37 jours a disparu, dont nous sommes sans nouvelles. On vous souhaite un bon week-end sur Europe 1 et on se retrouve lundi à 16h30. Bye bye. Europe 1, il est 18h, le journal. Vincent Parisot, bonsoir. Bonsoir, le gouvernement va lancer le permis de conduire à 1 € par jour à partir du 1er juillet. Les cours de conduite seront ainsi financés grâce à un système similaire à celui de l'ordinateur à 1 € pour les étudiants. Objectif, aider les jeunes à passer le permis dont le coût s'élève en moyenne à plus de 1 000 €.